Salut Antoine, comment ça va? Ça va et toi? Très très bien. Antoine Noirant est là pour une chaîne internet qui s'appelle Improviews. On est là pour parler impro, on a le temps, on a une bonne heure devant nous. On va parler d'improvisation théâtrale et de régie. Est-ce que, cher Antoine, tu peux te présenter rapidement? Ok, rapidement, je m'appelle Antoine Noirand, je viens d'avoir 25 ans et je suis régisseur metteur en scène et metteur en scène régisseur. Je couple les deux. J'ai commencé l'improvisation à l'âge de 15 ans, ça va vers bientôt 10 ans, et j'ai commencé la régie improvisée il y a plus ou moins 4-5 ans. Ça se fait un peu sur une période disparate. J'ai une formation de régisseur professionnel avec toutes les bases qu'il faut et j'ai pas une formation de comédien ou d'improvisateur. J'ai pas fait d'école d'improvisateur. Je suis passé par plein de troupes aux alentours de Metz, Nancy et Lyon. J'arrête là. Tu dis que tu es régisseur, metteur en scène, régisseur. Pourquoi tu associes ces deux mots comme ça? Parce que je pourrais dire que je suis régisseur et metteur en scène parce que je fais des mises en scène, mais en improvisation, pour moi, la régie, c'est de la mise en scène, alors à plusieurs échelles en fonction du spectacle. Mais en tout cas, moi, le travail que j'aime faire en régie, c'est du travail de mise en scène, où on va proposer un rythme de spectacle, des couleurs de jeu. euh, on va booster ce qu'on a envie de booster, souligner ce qu'on a envie de souligner. C'est vraiment, on va mettre en forme la matière qu'on nous donne. Je vois vraiment ça comme un travail de cuisinier ou de marionnettiste. La formulation inverse, c'est que dans mes mises en scène, je fais la régie parce que je trouve ça très dur de dissocier les deux. Bon, moi, quand je mets quelque chose en scène, j'ai besoin de le tenir d'un bout à l'autre et, euh, et surtout que je mets en scène des projets improvisés. Pour que la mise en scène soit pour moi effective, j'ai besoin de guider le spectacle pendant qu'il se déroule. Du coup, est-ce que ça t'arrive que des troupes, un metteur en scène d'une troupe d'impro ou je sais pas, un gestionnaire, un directeur artistique d'une troupe d'impro viennent te voir pour élaborer ensemble la mise en scène régie? Oui, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait une espèce de co-création, je vais appeler ça, même si bon, bah, c'est quand même une mise en scène qu'on me demande de mettre en lumière et en son. Ce qui fait que pour moi, c'est quand même une co-mise en scène, puisque en fait, ce que je vais mettre dedans, bah, c'est de moi, c'est de mes envies, mes inspirations, et mes envies artistiques. Et, euh, et ça n'arrive pas très souvent. Ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on me laisse le libre cours total, où je fais un peu ce que je veux. Donc il y a un peu un travail d'adaptation euh, entre, entre le parti pris du spectacle qu'on amène, qui est déjà fait, et la patte que je vais y ajouter. C'est quoi les spectacles où on vient de voir, où un metteur en scène ou un DA vient de voir pour que tu viennes participer à la création? C'est les spectacles qui ne sont pas des spectacles, je dirais, formatés improvisation avec un grand I. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de format de spectacle d'improvisation classique. C'est quoi? Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Ça va être un spectacle, sans rentrer dans les détails, c'est un spectacle où tu Tu vas peux. pouvoir parler avec le régisseur pendant 30 secondes avant le spectacle et il pourra faire ton spectacle sans l'avoir vu avant. Parce que bon, déjà, ça se base sur un langage commun qu'il y a dans le monde de l'improvisation, mais c'est aussi quelque chose qui est pas, c'est une forme qui n'est pas originale. C'est une forme qui est un peu une forme qui est reprise par tout le monde, un peu à une sauce différente, peut-être avec un décor différent, une façon de dire bonjour différente, mais qui a quand même la même trame. Quand j'accueille une troupe, par exemple, enfin, en 3 secondes, je vais pouvoir savoir si le brief va durer 5 secondes ou 2 minutes. Et c'est rarement plus. C'est rarement plus. Mais enfin, c'est les spectacles que j'apprécie le plus, ceux où il y a plus, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait au préalable sur une proposition que je dirais originale, où il y a... j'ai précisé en disant que c'est souvent des spectacles où tu as un travail de semi-improvisation. Quand je dis semi-improvisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont calées ou
des trucs fixés en structure dans le déroulé du spectacle, ou même si ce n'est pas dans un déroulé temporel, il y a des événements qui sont prévus avec des styles de mise en scène et de mise en jeu qui sont travaillés à l'avance et qui vont peut-être être casés à certains endroits, même s'ils ne sont pas utilisés. Il y a eu un travail de mise en scène de partie du spectacle qui nécessite d'être carré sur la régie et d'être au courant de ce qui va se passer pour proposer l'éclairage et le son le plus adéquat. Je reviens un tout petit peu en arrière. Ouais. Les spectacles où tu vois tout de suite si ça va durer, si le brief technique va durer 2 secondes ou 30 secondes ou 2 minutes. À quoi tu vois que ça va durer plutôt 30 secondes ou plutôt 2 minutes? Je le vois au degré de stress ou de détente des comédiens qui arrivent. C'est-à-dire que s'ils arrivent 15 minutes avant l'ouverture des portes, que j'étais pas au courant, que du coup c'est un retard et on n'a pas le temps de faire de filage ou de calage, il est très probable que ce soit bon, on rentre, musique punchy, je vais prendre un thème et ensuite on part pour plein de courtes impros. Et tu te fais plaisir, tu t'amuses. Ça, c'est le truc que j'entends tout le temps. Amuse-toi. Moi, c'est vrai que je prends du plaisir à faire des régimes, mais je ne viens pas pour m'amuser. Je viens pour travailler, produire quelque chose. D'accord. Et quand ça dure 2 minutes, il se passe quoi? Quand ça dure 2 minutes, je pense que je n'ai pas bien donné les différentes durées. Ok, 3 secondes ou 2 minutes, c'est souvent un peu quand même le même type de spectacle. Ce qui peut être différent à Calais, c'est qu'ils ont prévu un générique, une musique spéciale pour leur entrée. J'opposerai plus, je me reprends sur ce que j'ai dit avant, j'opposerai plus les spectacles qui ont une durée de brief entre 3 secondes et 2 minutes au spectacle où on te demande de venir voir l'après-midi, où on se retrouve un moment dans l'après-midi pour caler des choses, pour voir ce qu'il est possible de faire, pour qu'on explique un peu, au-delà du déroulé bête et méchant du spectacle, quelle est la dynamique artistique, quelle impression, quelle sensation on a envie de faire ressentir au spectateur. Ouais, voilà. Quelle est la ligne artistique du spectacle. Donc tu vois la différence quand quelqu'un te propose de passer une après-midi pour préparer le spectacle? Ouais, clairement. Ça arrive? Ça arrive, ouais. Ça arrive. Souvent avec les mêmes troupes. Il y en a beaucoup? Il y en a assez peu. Comment ça se passe avec ces troupes-là? Est-ce que tu as des exemples à nous donner ou des exemples de troupes? Et comment ça se passe? Oui, je peux donner des exemples. Il y a la morsure. Ceux qui le font le plus, c'est la morsure et le point sensible. Ce sont les spectacles qu'ils proposent généralement sont quand même bien basés sur de la semi-improvisation. Ils utilisent la technique de l'improvisation, mais je ne pense pas que ce soit des spectacles qui se vantent d'être complètement improvisés ou de vanter la technique de l'improvisation. C'est une technique qu'ils utilisent, mais ce n'est pas ça qui est au centre. Il y a autre chose qu'ils veulent donner, et pour ça, ils se donnent les outils nécessaires à produire l'effet qu'ils veulent. Ça me fait penser à un truc, c'est que j'ai l'impression que du coup la différence entre ces différentes troupes, c'est que il y a une mouvance pour moi de l'improvisation qui met en valeur le moyen plutôt que la fin. Et pour moi, il y a beaucoup de spectacles. Bon, après, c'est de mon expérience qui concerne les spectacles que j'ai vus. Je n'ai pas vu tous les spectacles d'improvisation en France. Pour moi, ce sont des spectacles qui mettent en valeur la technique de l'improvisation avec un peu ce côté regardez, rien dans les manches. Ça va être inoubliable parce qu'on utilise cette technique. Que j'oppose aux troupes qui s'en servent vraiment comme un moyen. Par exemple, moi, dans mes mises en scène, je vois vraiment comme un moyen. On n'a pas vraiment dans notre com venez voir un spectacle d'improvisation. C'est plutôt d'autres mots comme performance, théâtre instantané, on ne l'utilise pas, mais il y a quelques troupes qui l'utilisent. J'aime bien ces nouvelles formulations qui redéfinissent un petit peu ce qu'on est en train de faire et qui l'excluent de l'improvisation avec un grand I, qui est un mot qui est très chargé dans les esprits, à mon sens. Antoine, tu travailles ou tu as travaillé régulièrement avec l'improvidence? Oui. Est-ce que cette logique de briefing, c'est pas parce que justement tu travailles avec l'improvidence et que de toute manière c'est compliqué d'avoir plus de temps pour le faire? Non, je pense pas. Je pense que parfois c'est compliqué parce que c'est plus le cas maintenant avec les nouvelles conditions sanitaires.
mais on a pu enchaîner beaucoup de spectacles où parfois c'est plus compliqué. Par contre, il y a toujours un espace pour le faire, ce brief, que ce soit plus tôt dans l'après-midi, que ce soit même par mail, par téléphone. Et même quand le temps est là, les compagnies ne le font pas forcément. Après, ça dépend des envies de chaque compagnie, mais je pense vraiment que ce brief, on ne l'a pas non plus quand ces compagnies jouent dans un autre lieu, dans un bar ou dans un autre théâtre. Je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale par rapport au lieu. Alors, est-ce que justement, tu as des conseils ou des tips à donner pour les improvisatrices et improvisateurs qui nous regardent? C'est quoi les recettes d'un bon briefing avec un régisseur? Ok. Les recettes ou les bonnes questions, les bons... Les recettes d'un bon briefing, je dirais... Alors, je vais m'aventurer en disant 3 points, mais je n'ai pas réfléchi avant. Alors, je vais essayer de le faire rentrer en 3 points. Je dirais qu'il faut donner précisément, dans l'ordre temporel, les checkpoints du spectacle. Alors, s'il y en a très peu, c'est juste on rentre à tel moment sur telle musique et on termine à ce moment-là. Je dirais que le deuxième point, c'est la confiance. C'est mettre en confiance le régisseur et... d'un autre côté, que le régisseur mette en confiance la troupe. Comment on fait? Comment on fait? Eh bien, on rassure sur, même si on ment, sur la confiance qu'on porte en l'autre, c'est-à-dire en la troupe ou en le régisseur, dans ce qu'il peut proposer artistiquement et dans la façon dont les choses peuvent s'articuler et s'emboîter. Je vais continuer peut-être un peu sur ce point, sur la confiance. Pour moi, ce truc de confiance, je reviens sur le briefing après, pour moi, ce truc de confiance, il est essentiel, même pendant le spectacle, de continuer à le faire vivre. Je trouve à titre personnel qu'il n'y a rien de pire pour la stabilité d'un spectacle, d'un brief qui change au cours de spectacle. C'est-à-dire que si par exemple, on me dit au début du spectacle, tu fais les noirs, donc tu coupes les scènes, s'il y a un moment, quelqu'un se prend la liberté de dire « noir », donc déjà, moi, ça me fait transpirer. Ça ne me met pas bien du tout. Parce que, en fait, pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes sensibilités et les mêmes aspirations. Et ça crée une divergence et aussi un manque de confiance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je vais me dire, d'accord, on n'est pas sur la même notion de timing du spectacle. On n'a pas le même rythme de vue. Et lui, il le voit de l'intérieur. Moi, je le vois de l'extérieur. Je vais reprendre ce que je disais, je me suis un peu perdu. Non, c'est très clair. Ce rapport de confiance qui peut, tu me dis si je me trompe mal, hein, qui peut être perdu, notamment si une personne te dit noir, alors que juste avant vous briefiez que c'était toi qui le faisais, par exemple. Oui, c'est ça. Et du coup, s'il se passe ça pendant le spectacle, par la suite, je vais devoir recalibrer mon point de vue artistique sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, je vais vraiment devoir couper plus tôt que ce que j'ai envie. Et pour qu'on arrête de me couper l'herbe sur le pied. Donc en fait, pour couper l'herbe sur le pied aux autres. Sous le pied aux autres. Donc c'est un peu un jeu de rapidité où en fait j'ai le doigt sur la gâchette et parfois du coup je vais faire des choses dont je suis pas convaincu, mais je le fais parce que pour moi il y a rien de pire que de trahir le décorum et d'ouvrir les pendards et de montrer ce qu'il y a derrière et de montrer les ficelles. Enfin, je dis qu'il n'y a rien de pire. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça peut être une dynamique de spectacle, de vouloir tout montrer. Je sais que c'est le cas de plusieurs concepts qui existent à plusieurs échelles. Par exemple, dans le match d'impro, on montre plein de choses, on montre ce qui va inspirer les scènes. Moi, ce n'est pas le genre de spectacle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est créer de la magie. Et du coup, arriver avec quelque chose qui est léché, qui est travaillé, où on ne voit pas les ficelles, et on va provoquer une sensation chez le spectateur de spectaculaire. Je me suis un peu éloigné du briefing, il faut que je trouve un troisième point. Tu peux trouver un troisième point, moi aussi j'ai perdu le premier, je sais que le deuxième parlait de la confiance. Ouais, le deuxième parlait de la confiance, le premier parlait vraiment du pratico-pratique, de les rendez-vous, les rendez-vous, les timings. Et je dirais que le troisième point le plus important, c'est réussir à transmettre la dynamique artistique du spectacle. Quelle est la sensation qu'on veut provoquer chez le spectateur? Qu'est-ce qui va, quelle sensation doit ressentir, avec quelle sensation doit sortir le spectateur en sortant de ce spectacle? Tu as un exemple dans le cas où c'était chouette? Un exemple dans le cas c'était chouette. Pas sous la main, je t'avoue. Mais je sais qu'il y en a eu.
En tout cas, ce que j'apprécie dans ce genre de brief, c'est que on sent qu'il y a un réel truc à faire passer, et c'est pas juste l'envie de s'amuser sur scène et de faire les cons, et de proposer des impros. Il y a vraiment peut-être un questionnement ou une sensation qu'on a envie de faire parcourir, et ça, la lumière et le son, ça aide vachement. C'est même, à mon sens, indispensable. Il y a un truc que je fais, un exercice que je fais dans, par exemple, les stages, où on met une personne au centre, en centre-scène. La consigne, c'est qu'elle ne doit rien faire, et on va lui faire vivre une scène avec l'objectif de faire ressentir quelque chose au spectateur et qui se raconte une histoire. Et on va le faire uniquement par un jeu de lumière et de musique. On met une musique et on fait un jeu de lumière par-dessus. Et en fait, on anime cette scène avec ce comédien qui ne doit pas bouger, il ne doit rien montrer, il reste complètement neutre. Pour moi, ça, c'est une façon de montrer aux stagiaires que la lumière et le son, c'est quelque chose de capital. Et en fait, on pourrait même, c'est un peu mon fantasme, mais ça n'arrivera peut-être jamais, créer un spectacle où c'est que du son et de la lumière, avec peut-être même pas besoin de comédiens, on met juste des statues de cire. Et on crée une histoire de malade en 1 heure ou en 14 heures, peu importe, mais créer en fait un voyage par l'habillage. Je reviens sur la notion de confiance dont tu parlais. Ouais. Est-ce que cette confiance, elle peut s'acquérir d'un coup, genre comme un one-shot, ou est-ce que c'est nécessairement un truc qui se construit? Je pense que ça peut s'acquérir d'un one-shot. Il y a plein de troupes que j'ai rencontrées où tu sens que le courant passe direct. Et peut-être que tu as déjà vu leur spectacle, donc tu as confiance en eux. Peut-être qu'ils ont déjà vu ton travail, donc ils ont confiance en toi. Même si ce n'est pas le cas, s'ils ont confiance, ou même s'ils n'ont pas confiance, mais qu'ils réussissent à bien te mentir, ça stabilise. Et pour moi, c'est vraiment un démultiplicateur de potentialité de succès. Tant sur scène qu'en régie. Les deux combinés. Tu as des exemples de ça, de troupes? Avec lesquels ça se passe bien? Alors, les exemples, je vais être un peu nul parce que je vois beaucoup de troupes. Je sais qu'il y en a. Je ne sais pas si j'ai particulièrement envie de les citer. Ok. Antoine, si les briefs durent 2 minutes ou 20 secondes, est-ce que c'est pas parce qu'en fait les improvisateurs s'en foutent de la lumière? Et que toutes les manières que tu fasses un contre ou une poursuite, ils savent même pas faire la différence sur scène, ils ont d'autres choses à faire. Je pense que c'est le cas, effectivement. Et je pense que je peux le dire parce que moi aussi je suis passé par là, parce qu'avant j'étais improvisateur. J'avais même pas conscience, que ce soit en impro ou en musique ou dans n'importe quelle action de scène, je n'avais pas conscience des lumières qui m'entourent, du sonorisateur, de tout ça, quoi. Je ne pensais même pas en fait à remercier la personne qui l'a fait après. En fait, c'était quelque chose qui était inexistant parce que j'étais en fait centré sur ce qui se passait sur scène et pas sur ce qui se passait autour. Et je pense que je considérais pas, que j'avais pas eu le déclic de me dire ce qu'on est en train de faire, c'est un spectacle. Et ça, je pense que je le tiens, et je pense que beaucoup d'improvisateurs le tiennent, de l'aspect, j'ai utilisé un grand mot, de l'aspect sectaire associatif de l'improvisation. Ça, il va falloir que tu développes. Ok. Je vais faire attention à ce que je dis maintenant. Ok, je développe maintenant. Je t'embête pas, on reviendra, je m'occupe du fil. Ok, ça roule. Je pense que beaucoup d'improvisateurs rentrent dans le monde de l'improvisation par les associations. Et moi, j'ai fait, je ne sais pas combien d'associations, peut-être 5 associations d'impro. J'ai vu des schémas qui se répétaient où, en fait, c'est une ambiance bon enfant, c'est un peu dans ce week-end d'intégration au début de l'année, c'est tout pour l'association, tout le monde se met au service de l'association, et en fait, il y a un peu un côté entre-soi où ok, il faut qu'on ait du public pour remplir les caisses et puis qu'on puisse se faire les voyages, les stages, les trucs comme ça, mais qu'au final, la question de qu'est-ce que je vais proposer au public, elle est secondaire. La question est plus
sur ce que je vais vivre moi sur scène, ce que je vais ressentir, ce que je vais faire ressentir à mes camarades, mais pas sur la dimension spectaculaire de ce qu'on est en train de faire. Quand je dis spectaculaire, c'est juste le fait de faire un spectacle, qu'il y ait des gens qui regardent. Moi, j'ai mis un bout de temps avant de me poser la question, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de montrer? Est-ce qu'on est vraiment là pour faire ça entre nous? Et ça, c'est possible. Moi, par exemple, c'est quelque chose que parfois je ressens dans les projets que je mets en scène, où j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir personne. L'acte qu'on est en train de faire, la performance qu'on est en train de faire, elle compte pour moi vachement plus pour les comédiens et pour moi que pour le public qui potentiellement peut être là. Voilà. Tu peux peut-être me remettre sur la question principale d'avant, j'ai oublié ce que c'était. Les improvisateurs, la lumière, ça les concerne pas trop. Voilà. Et je fais un travail un peu d'éducation là-dessus, où j'essaie un peu de sensibiliser les troupes que je rencontre déjà à toutes les possibilités, plutôt que de dire « Ah, vous faites pas ça », c'est plutôt de dire « On pourrait faire tout ça ». Et ça, c'est possible. Oui, c'est effectivement ça. Je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas conscience et qui se disent que ok, de toute façon, on fait de l'impro, il n'y a pas besoin de prévoir, on ne sait pas ce qu'on va faire, ça va rouler. Alors si je vais très technico-pratique, à quoi ils servent tous ces trucs-là, ces projets? Est-ce qu'il y a des choses qui ramènent plutôt telle ou telle chose? C'est quoi la différence entre une face, un contre, une découpe? Eh bien, sans aller dans les caractéristiques techniques de chaque projecteur, il y a quand même des grandes lignes qui se dessinent dans les choix artistiques d'utilisation technique. Par exemple, pour moi, la face, j'en utilise très peu. La face, ce sont les projecteurs qui sont en face et qui éclairent de face. J'en utilise très peu, juste qu'il faut pour qu'il y ait quand même une visibilité sur la scène. Pour moi, elle ramène la réalité dans une scène. C'est d'un seul coup le brut, parce que ça écrase tout. C'est le brut, c'est la réalité. Tandis que les contres vont mettre en valeur le mouvement. Et moi, j'aime beaucoup le théâtre d'improvisation où il y a du corps et du mouvement. Où ça parle pas et en fait il se passe des choses sur de la musique, où c'est plus du théâtre corporel que du théâtre de texte. Après, c'est bien quand il y a les deux qui sont mélangés, mais en tout cas, moi, c'est mon péché mignon. Donc oui, les contres dessinent les corps et mettent en valeur, pour moi, les corps. La couleur, pour moi, instaure l'émotion, la couleur de l'émotion, voire même de l'imaginaire. On rentre dans un univers avec un imaginaire particulier. Quelle est la couleur de cet univers? Et je vais peut-être complètement couper les projecteurs traditionnels ou la face et ne mettre que de la couleur en latéral. Ce qui va, pour moi, les latéraux permettent de décoller les silhouettes et de donner du relief. Les latéraux en couleur, pour moi, c'est une façon de rentrer dans un univers émotionnel et onirique, hors du temps, où on va se permettre de se décoller d'une réalité de jeu où on va réellement prendre une tasse pour boire, où on va pouvoir en fait un peu augmenter tout ce qui existe parce qu'on est sur scène, on est au théâtre, on peut se permettre de le faire. Je dirais même qu'on devrait se permettre de le faire. Super, merci. Est-ce que, en gros, tu es un exécutant dans un spectacle? Qu'est-ce que tu appelles un exécutant? Ils ont un spectacle et toi, tu es là au service d'eux. Et ils te demandent, bah, amuse-toi, mais et tout le temps que tu restes au service du spectacle, c'est chouette, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement? D'être dans la position d'exécutant plutôt que dans la position de créateur? Ouais. Je dirais que ça arrive très rarement que ce soit au poste d'exécutant. Et je reprécise du coup ce que je pose là-dessus. C'est par exemple quand on te donne une conduite. Par exemple, pour moi, un régisseur de théâtre qui a une conduite avec des tops, là, il est dans l'exécution. Moi, quand je fais des régies de théâtre, je suis dans l'exécution. Il y a eu une phase de création peut-être avant, mais là, dans le spectacle, je suis en exécution. C'est quand même assez rare les troupes qui arrivent avec une playlist ou avec une suite d'ambiance. Donc en fait, je suis plus ou moins toujours à la création. Que ce soit qu'il y a un long brief ou qu'il y a un travail de création à la base, il y a une création qui se fait pendant. Et c'est
pratiquement toujours le cas. C'est peut-être arrivé 3 fois dans tous les spectacles que j'ai pu faire qu'il y ait une conduite son et de tableau. Un peu plus sûrement, un peu plus quand même. Voilà. Je suis une improvisatrice ou un improvisateur. Quel conseil tu peux donner pour justement jouer avec la lumière et le son? Quel conseil je donne? Eh bien, faites un stage avec Frank Buzz. Il fait un stage sur comment jouer avec la lumière. Enfin, vous pouvez faire ça, mais il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire. Quel conseil je donnerais? Eh bien, c'est de prendre une semaine où on travaille avec un régisseur, idéalement le régisseur de la compagnie. J'encourage les improvisateurs à avoir Ça existe ça? Il y a des compagnies qui ont des régisseurs? Ah ouais, ouais. T'es régisseur de compagnie, toi? Je suis régisseur de compagnie et affilié à des compagnies avec lesquelles je travaille régulièrement. Après, je suis pas en CDI ou... T'as des noms? Ouais, je peux donner des noms. Bah, je travaille avec les E, tu le sais. Je travaille avec les Parvenus, je travaille avec la Morsure et les Tout Bidons. Voilà. C'est les compagnies avec lesquelles je travaille le plus souvent quand on a des dates en extérieur de Lyon ou autre part en France. Je travaille exclusivement en France, si ce n'est de temps en temps en Belgique. Et après, il y a énormément de compagnies que je vois souvent ici, où il y a plus ou moins, je ne dirais pas un contrat d'exclusivité, mais en tout cas, j'ai fait mon maximum pour que ce soit moi quand elles sont là, parce qu'on sait que ça matche bien et qu'on a un travail qui est efficace ensemble. Du coup, si on fait une semaine, qu'est-ce qu'on va travailler pour améliorer cette connexion ou ce travail avec le son et la lumière? Je dirais que le nerf de la guerre, c'est la ponctuation. Et ça, c'est en fait même quelque chose qu'on pourrait travailler sans le régisseur. Mais pour moi, ce qui fait une facilité de travail entre un régisseur et une compagnie, c'est la ponctuation que les comédiens vont mettre sur scène. C'est-à-dire laisser des espaces et ne pas avoir peur de cette seconde de silence qui va nous servir en fait, enfin qui selon moi, ça c'est ce que je mets dans mon approche artistique, est une image qu'on va capturer en tant que spectateur. C'est la seconde de fin d'impro, où il y a une punchline, on laisse une seconde. Et je le vois dans les spectacles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des régisseurs par défaut. J'ai l'impression que, en tout cas dans les spectacles que j'ai croisés en France, c'est beaucoup d'absence de technique par défaut, parce que soit on n'a pas rencontré de régisseur qui savait le faire, soit on s'en est pas donné les moyens, soit ça ne fait pas partie du champ des connaissances qu'on a, et du coup on n'a même pas conscience qu'on aurait besoin d'un régisseur, ou qu'on pourrait se l'offrir. Je me suis perdu dans ce que je disais. La ponctuation. La ponctuation, voilà. C'est faire un travail de poser des points, poser des espaces, poser des virgules ou coller des mots, mais travailler travailler le fil et le rythme. Le régisseur, lui, il va pouvoir saisir ces ponctuations, en faire quelque chose ou choisir de ne pas en faire, mais ce sera un choix artistique. Couper une scène au bon moment et pas couper une scène juste direct après une punchline parce qu'on a peur que le comédien renchaîne direct. Je trouve ça peut être efficace, mais c'est pas le plus beau quand on a une punchline et un noir direct parce que un noir direct et un comédien qui parle pendant le noir derrière parce qu'il avait prévu de dire quelque chose, d'enchaîner. Laisser plus d'espace, c'est laisser respirer son spectacle et c'est laisser l'opportunité d'instaurer un rythme varié, un rythme même qui va pouvoir surprendre les comédiens, où le régisseur va pouvoir surprendre en impulsant une fin de scène et un début brutal en musique et en couleur. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont possibles de travailler en résidence avec un régisseur, mais c'est aussi travailler j'ai pas envie de dire le silence, mais en tout cas le fermage de gueule. C'est apprendre. C'est quoi la différence entre un silence et un fermage de gueule? Le silence, c'est un silence complet sur le plateau. Et ça, c'est intéressant à travailler, mais je dirais que ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à travailler dans la dimension technique. Le fermage de gueule, c'est réussir à laisser place à une musique, la laisser parler pour nous et la compléter avec son corps, avec ses placements, avec le regard, les expressions. Et survivre à 2 minutes de fermage de gueule pour pouvoir laisser place à un instant un peu suspendu, un instant qui donne une respiration dans le spectacle.
Pourquoi pas une respiration poétique même. Est-ce que ça t'arrive l'inverse, que tu sens que par le jeu des comédiens, ils veulent changer le rythme, l'accélérer ou le ralentir? Que l'impulsion vienne du plateau? Ouais. Oui, ça arrive, et faut être attentif à ça. À quoi tu vois ça? À quoi je vois ça? C'est une bonne question. Je le vois au comportement qu'ils ont sur scène en fonction de... s'ils font des balayages, ils changent de scène, je sens qu'ils ont envie de se rebooster, ou même si je sens qu'ils ont un coup de mou, qu'ils le sentent et qui se mettent en force pour rentrer dans le spectacle, c'est quelque chose que tu peux un peu commencer à voir quand tu as... C'est plus quelque chose que tu vois quand tu as déjà travaillé avec les personnes. C'est difficile d'analyser les comportements de personnes que tu viens de rencontrer, normal. Ouais, voilà, je dirais que c'est une question de savoir s'apprivoiser. On a parlé un peu de lumière, j'ai envie de parler juste un petit peu de son. Ouais. Si je suis une régisseuse ou un régisseur qui débute, c'est quoi les 2-3 conseils que tu donnes pour agrémenter ou habiller ou même donner une impulsion sonore à une scène? Eh bien, le conseil que je donnerais, en tout cas, moi c'est mon vécu et du coup j'ai l'impression que c'est ça qui m'a le plus servi, c'est de ne pas commencer par faire des régies de spectacle, mais de faire du montage vidéo. Moi je crois que c'est le montage vidéo qui m'a donné envie de faire des régies, parce que je vois vraiment ça comme un montage vidéo en live, où on va donner telle longueur à telle scène, choisir ensuite de partir sur une scène avec une musique par-dessus. En fait, c'est des choix que tu fais quand tu fais du montage vidéo sur du contenu que tu as créé, où tu n'as pas forcément des trucs imposés, mais tu vas toi-même créer ce que tu veux faire. Donc je vous conseille de prendre un petit logiciel de montage vidéo, de tourner des trucs et de mettre dans l'ordre des images, de les mettre en musique. Et ensuite, je pense qu'avec ça, on aiguise son palais. Et une fois qu'on a trouvé le goût et le sens artistique qu'on a envie de donner à ce qu'on fait, on peut éventuellement donner des régies un peu plus intéressantes, un peu plus assumées artistiquement. Les régies que je trouve les plus intéressantes, c'est celles où soit la compagnie me donne une dynamique artistique, soit moi je m'en impose une. Et par exemple, ce spectacle ne sera mis en musique que par des sourates. C'est quoi une sourate? Ouh là là, alors je pense que je ne pourrais pas donner une définition claire, mais je crois que c'est des citations, je m'aventure, hein. Je crois que c'est des citations du Coran, je ne suis pas sûr. Mais on parle bien de la même chose. Voilà. Ça, c'est déjà arrivé, et en fait, ça donne une teinte vraiment particulière au spectacle qu'on va proposer. Ça la sort des spectacles d'improvisation avec un grand I un peu basique. Je reparle de ça. Moi, dans mes mises en scène, donc c'est des trucs qui se passent hors théâtre. Ça se passe soit dans des salles qu'on réinvestit, on fait du travail in situ. On a commencé dans le théâtre pour en sortir. Les questions que je me pose pour savoir ce que j'ai envie de mettre dedans, et la question que je me suis posée, c'est pourquoi, dans tous les spectacles d'improvisation que je rencontre, je n'ai pas besoin de brief pour pouvoir faire votre régie et que ça colle à ce que vous aviez prévu. C'est qu'en fait, ils se ressemblent plus ou moins tous et que la majeure partie des spectacles sont juste des prétextes à faire soit des short forms, soit une longue improvisation. Mais au final, ils se ressemblent presque tous. Il n'y a pas énormément de propositions originales. Et cette question, moi, ça m'a fait me dire que je voulais sortir un peu de ce formatage et de cette boîte et reprendre tout à zéro et me dire qu'en fait, l'improvisation, c'est un outil formidable, c'est une technique, je vais me servir de cette technique, ce ne sera pas la fin, ce sera un moyen. Voilà. Tu as un style musical que tu remets souvent? Oui. J'aime beaucoup utiliser la musique électronique, la techno. Je ne suis pas un spécialiste parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps que j'en écoute, mais je suis tombé dedans un peu en même temps que j'ai arrêté de jouer et que j'ai commencé à faire des régies
avec un rythme plutôt intense. Et je trouve que c'est un support de jeu qui amène souvent une intensité particulière et une couleur particulière. Et aussi, j'aime l'idée qu'on puisse proposer des musiques actuelles dans un spectacle. Et se détacher du classique, alors pas de la musique classique, mais se détacher de la bande-son classique qu'on va mettre dans un spectacle, ou, et ça je le bannis, de l'électro-swing en entrée de spectacle. Fini l'électro-swing en entrée de spectacle. Fini l'électro-swing en entrée de spectacle. C'est un truc que j'ai observé quand je suis arrivé à l'Improvidence, c'est qu'il y avait peut-être 50% des spectacles qui avaient le même morceau d'intro, d'électro-swing. À quoi c'est dû? Je pense que les gens qui font de l'impro, en tout cas dans le milieu de l'impro, il y a une fréquence de profils qui sont les mêmes. Après, je ne connais pas tous les improvisateurs de France, mais en tout cas, je retrouve plein de profils qui se ressemblent et qui s'assemblent dans ce milieu d'improvisation. Et qui sont peut-être un milieu qui se reconnaît plus dans l'électro-swing. Comment tu fais en termes juridiques? T'as les droits quand tu mets les musiques ou on s'en fout? Et donc l'électro-swing, bon, alors pas toujours. Pas toujours. Je ne sais pas si on peut me poursuivre parce que j'ai dit ça. J'espère pas. J'essaye en tout cas d'utiliser un maximum de musique libre de droit. Il y a une playlist que je me suis fait il y a peut-être 5 ans, quand j'ai commencé à faire des régies improvisées, que j'ai ordonné d'une façon qui me paraissait logique. Et j'ai tout pioché sur la banque créateur de YouTube. Parce qu'en fait, à la base, je faisais du montage vidéo. Je trouvais qu'il y avait plein de trucs dedans qui sont libres de droit, libres d'utilisation. J'en ai pris plein dedans. Après, j'utilise aussi des morceaux qui ne sont pas forcément libres de droit. Et j'utilise aussi le plus possible des morceaux de copains, voilà, qui font de la musique, que je trouve... Enfin, il y a plein de morceaux que j'ai dans mon entourage, que je peux piocher dans mon entourage, que je trouve pertinents. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des spectacles où il y a des musiciens? Je trouve que c'est bien. Je leur donne un bon point. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de vachement plus suivre ce qui se passe dans l'improvisation, de suivre les gestes, de faire des onomatopées, de créer des ambiances qui vont être propres à ce qui se passe au moment même. Par contre, je trouve qu'il y a un travers qui, moi, me frustre personnellement. C'est que quand il y a un musicien, je ne peux pas mettre de musique. Et je trouve qu'avoir un musicien sur scène, c'est vraiment pas la même chose qu'avoir un régisseur qui peut mettre des morceaux. Par exemple, si on a un pianiste qui joue sur le spectacle, eh bien, il ne pourra jamais faire une symphonie à 600 violoncelles et d'un seul coup partir dans un remix techno de la bande originale de Pirates des Caraïbes. Je ne ferai jamais ça. Mais pour moi, dire que c'est soit l'un soit l'autre, c'est se priver de quelque chose. Je trouve ça génial quand il y a moyen de travailler à deux là-dessus et que le musicien prend la part qui colle à l'instant, où il va pouvoir tout suivre, ponctuer lui aussi, s'introduire dans les respirations des répliques et des corps, et un régisseur qui va pouvoir d'un seul coup proposer une mise en scène en musique, avec une musique qui prend le pas sur n'importe quel niveau sonore de voix, et qui, entre guillemets, induit, pour ne pas dire force, les comédiens à se mettre dans une scène de respiration musicale. Il y a une légende qui dit que tu as réussi à faire danser des gens dans une église à Avignon dans l'attente d'un spectacle. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'était à Avignon, au théâtre Le Chapeau d'Ébène, qui est une église, enfin une vieille église, ou un temple, je ne sais pas. Bon, c'est un des deux trucs, mais c'est un grand truc en pierre. Et je crois que j'étais dans une période où j'avais besoin d'affirmer ma patte de musique électronique. Du coup, je passais de la psytrance et de la drum and bass quand le public attendait. Et je crois que je m'inspirais d'une technique de Lee White qui m'avait été partagée par Thomas de l'Improvidence, qui dit qu'en fonction du nombre de personnes qu'on a et qui rentrent dans la salle, on monte le son.
Ce qui fait qu'au début, quand les gens arrivent, il y a une musique d'ambiance. Et plus la salle se remplit, plus on va monter discrètement le son, sans que les gens s'en rendent compte. Ce qui fait qu'ils vont être obligés de parler plus fort pour s'entendre. Et même eux vont créer un volume sonore important parce qu'ils vont être beaucoup à parler. S'il y a une musique en plus, ça va les forcer à vraiment sortir la voix. Et c'est une manière de chauffer le public. En fait, j'ai remarqué, enfin, c'est pas moi qui ai eu cette idée, mais en tout cas en le mettant en pratique, j'ai remarqué que ça fonctionnait. En fait, si il y a eu de la musique bien punchy, avec des choix assumés pendant l'attente publique et un bon niveau sonore, on récupère un public qui est en feu. Et effectivement, du coup, sur ce festival d'Avignon avec les spectacle bio au chapeau d'ébène, il y a 2-3 fois où il y a des gens qui se sont mis un peu à danser, que ce soit avant le spectacle ou après le spectacle. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin depuis, je mets d'autres styles musicaux. Tu as parlé un petit peu, mais je voudrais le recentrer, d'esthétique. Une ou deux fois, tu as dit bah, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Ouais. C'est un questionnement qui revient souvent, la notion d'esthétique. Pour moi, oui, c'est essentiel parce que ce que je veux proposer, c'est un objet, un bel objet au spectateur, qu'il soit beau dans sa laideur ou beau dans sa beauté. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pour moi, faire un beau spectacle, ça ne veut pas dire... ça y est, j'ai dit le mot beau spectacle. Ça ne veut pas dire faire quelque chose de complaisant où on va cueillir des fleurs et puis on va dire des belles choses. C'est proposer quelque chose de léché, de travaillé, où on va emmener le spectateur de manière maîtrisée dans un univers et où on va, et là bon, ça rejoint plus ma sensibilité artistique, on va lui proposer un instant de poésie, on va lui inséminer un instant de poésie. Je dis inséminer parce que, en tout cas, dans les mises en scène que je propose, j'en ai plus ou moins rien à foutre du spectateur et de est-ce qu'il est confortable ou pas. Je préfère lui proposer un truc où on y va à fond et si ça le brutalise, eh ben, peut-être quelque part, tant mieux. Parce que ça veut dire que ça fait ressortir quelque chose, ça veut dire que ce qu'on propose, ce qu'on vibre sur scène résonne chez lui. J'aime quand ça résonne de manière positive, et j'aime aussi quand ça résonne de manière négative parce que ça fait ressortir des choses. Alors c'est peut-être un peu irresponsable parfois, mais j'ai 25 ans. Tu le dis de temps en temps, on peut en parler de manière plus approfondie. Et j'ai l'impression que ça fait aussi écho à la mise en scène régie que tu proposes dans Soir Rave. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle? Alors, Soir Rave. Soir Rave, c'est un spectacle, une performance théâtrale où on utilise la technique de l'improvisation. Je le décris. Je te coupe, excuse-moi. C'est quoi la différence entre un spectacle et une performance théâtrale? Ah, ça c'est une question intéressante. Alors je dirais que j'ai pas de... Non, les autres étaient bien. Je dirais que je peux pas prétendre à donner une définition globale de ce que c'est une performance. En tout cas, ma définition à moi, c'est un acte qui se joue dans un temps et dans un lieu avec une direction artistique, que ce soit pour la beauté ou la laideur d'une action, et qui pour moi n'a pas forcément vertu à être vue. Il peut se passer une performance sans spectateur, avec juste une personne, et j'imagine même qu'il pourrait se passer une performance sans comédien, une performance conceptuelle. C'est des trucs que j'aime bien. Ça va pour la définition de performance ou... Oui. Ok. Donc pour moi, c'est une performance à 200 BPM, une dégringolade hallucinatoire. Je rentre un peu dans le détail déroulé du spectacle. On est dans un club. Donc on est dans un club dès la communication, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas toujours fait parce que ça a pu poser des problèmes, mais les spectateurs reçoivent le lieu et l'heure avec un petit SMS, une infoline, un numéro secret. Et on joue sur l'ambiguïté constante entre le spectacle de théâtre et la soirée électro. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et qui pensent venir en soirée électro. On a déjà eu des gens qui sont venus
après le spectacle, à minuit, qui avaient pris le train pour venir voir le spectacle, et en fait, pour venir voir la soirée électro, mais du coup, qui ont tout raté. On a déjà eu des gens qui sont venus voir un spectacle et qui sont repartis parce qu'ils se sont dit « Ah, je me suis gouré, en fait, c'est une soirée électro ». On joue beaucoup sur cette ambiguïté, sur l'accueil des gens. On a un videur à l'entrée, un vestiaire, il y a un bar. Et on a, je dirais, une demi-heure, 40 minutes de début de spectacle où on fait vraiment une soirée électro, avec de la grosse techno, beaucoup de jeux de lumière, de la fumée omniprésente, des vidéoprojections, du VJing. Et d'un seul coup, paf, on va rentrer par... on a plusieurs mécanismes pour faire ça. On va rentrer dans la tête d'un comédien et on va rentrer dans la phase qui est plus spectacle de ce spectacle, où le spectateur est moins acteur que sur la phase précédente. Et il va nous livrer quelque chose de personnel et d'intime. Ce qui me tient à cœur dans ce spectacle, c'est la fragilité que le comédien va mettre à disposition des spectateurs. Et pour moi, il faut que cette fragilité soit violente. C'est-à-dire qu'elle est brutale. Et d'un seul coup, le comédien va enlever toutes les barrières, toutes les couches de chair qu'il a autour de son ossature pour ne laisser entrevoir que la petite étincelle fragile qui pourrait s'éteindre avec juste un petit coup de vent. Pour moi, ça, c'est une violence que je trouve très intéressante à proposer au spectateur, puisque ça le bouscule et ça le met aussi, je pense malgré lui, dans un état de compassion et de fragilité, où il va être d'un seul coup beaucoup plus sensible à ce qui va se passer. Je pense que je ne vais pas raconter tout le déroulé de ce spectacle, mais en tout cas, c'est un spectacle où on est beaucoup dans l'hallucination. On passe de situations qui sont un peu de rêve basique à de la dégringolade hallucinatoire où on rentre vraiment dans du complètement mindfucké. Avec une dramaturgie qui est écrite, donc on a des points de rendez-vous dedans. Et il y avait un dernier point que je voulais aborder sur ce spectacle, c'est que je l'ai perdu. Ça reviendra. Ça reviendra, oui. Comment les gens ils se sentent quand ils regardent Soirave? Ça arrive... Qu'est-ce que tu fais toi dedans dans cette Ah oui, qu'est-ce que je fais dedans, effectivement. Dedans, donc je fais la mise en scène. Une grande partie du travail de direction de comédien pendant les longues semaines de résidence qu'on fait. On se retrouve peut-être une semaine par mois, ce qui est quand même pas mal. Je régis ce spectacle et en même temps, je le pilote. C'est-à-dire que j'ai plus ou moins dressé mes comédiens à réagir à des signaux lumineux et sonores. Et eux, même s'ils sont quand même en état de concentration parce qu'ils doivent se souvenir un peu de l'ordre de la structure, ils ont juste à attendre que j'envoie et que j'enclenche les différentes phases. Donc je pilote le spectacle techniquement et aussi dramaturgiquement parlant. Je m'occupe du son, de la lumière et de la vidéo. C'est-à-dire que dans le spectacle, il y a de la vidéoprojection. J'ai une grande banque d'images avec tous les comédiens qui sont filmés dans différents états, différentes émotions, différentes positions, qui sont en train de se battre, qui sont en train de se gratter, qui sont en train de se branler. Oui, parce que c'est un spectacle qui n'est pas tout public. Voilà, il peut y avoir des images de sexe à certains endroits. Je crois qu'on l'a compris, oui. Ouais. Et je fais un mix vidéo pendant le spectacle qui va donner différentes couches de lecture et qui va superposer un peu les calques de narration de ce qui est en train de se dérouler. Chaque spectateur ne verra pas la même chose parce qu'il n'est pas assis, il n'est pas au même endroit. C'est un spectacle immersif, donc tout le monde est debout et pour pouvoir voir ce qui se passe, on doit se déplacer puisque ça va jouer là, et d'un seul coup ça va jouer là, et d'un seul coup ça va jouer là, et puis là et là en même temps. Et puis pendant qu'il y a une scène qui se déroule au milieu, il y a quelqu'un qui va passer, qui va dire une phrase très personnelle à l'oreille de chaque personne, chaque comédien, non, chaque spectateur, pardon. Voilà, je reviens à ce que je fais. Donc il y a ce mix vidéo, il y a cet enchaînement de tableaux lumineux, cette suite dramaturgique de musique, ce pilotage de structure aussi. Et j'interviens aussi. J'ai une basse aussi sur cette régie qui fait à peu près 4 mètres de large, où je joue le rôle du musicien en improvisation qui va ponctuer et distordre. Donc j'ai une basse avec des pédales d'effet et je fais un peu des nappes sonores qui viennent ponctuer. Il y a aussi des effets sonores dans ce spectacle avec des micros qui recaptent ce qu'ils disent, qui permet d'enregistrer ce que les gens disent, de le repasser ou juste de mettre un fort écho que je vais distordre, un peu vraiment comme si on tirait la chasse de la réalité.
Voilà. Et j'interviens aussi au micro. Je pose des questions. Je vais piquer là où ça fait mal quand il y a des scènes où je suis face à face avec le comédien qui prend sur ce soir, qui va se dévoiler, qui va mettre à jour sa névrose. Notre fil conducteur, c'est les névroses. Et moi, je vais le piquer de manière très froide aux endroits. Donc généralement, on voit un peu comme un grand monstre, et c'est peut-être que je suis, mais lui, ça lui permet aussi d'avoir le public avec lui en empathie, qui se resserre autour de lui, et d'aller creuser un peu plus loin que ce qu'il dirait juste en disant « Ah ouais, ben, j'ai un problème avec les gens, je crois que j'ai peur d'être à côté d'eux. » Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Je pourrais mettre un enfant qui pose tout le temps « Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi ?» Mais ce serait vachement moins démoniaque. Voilà pour le spectacle soir. Ils ont de la liberté, tes comédiens, là-dedans? Ils ont un max de liberté, ouais. En fait, moi j'ai établi une trame où je veux que d'abord on passe par cette instance de rêve. Là, il y a un break où on a un monologue. Là, il se passe des trucs, partout. Mais toute la chair qu'ils vont pouvoir poser sur cette ossature, elle est complètement libre et elle leur appartient. Et généralement, ils ne savent pas de quelle névrose on va forcément parler avant le spectacle. Et chaque comédien qui est au service de celui qui prend est là pour enrichir l'imaginaire qu'on est en train de poser, pour construire des images qui vont parler et aux comédiens, et à eux-mêmes, et aux spectateurs. Je reviens sur l'image. Dans les créations qu'on propose dans ma compagnie Le Mal du siècle, on fonctionne beaucoup avec l'image parce qu'on ne veut pas proposer des situations réalistes où, via ces situations jouées, on va montrer les questions qu'on a envie que les gens se posent directement. On va plutôt parler à leur imaginaire pour que eux, au travers de ce prisme d'imagination, ils puissent le plaquer sur leur vie et se poser les questions personnellement. Du coup, pour parler à l'imagination, on utilise le vocabulaire de l'image. Dans ces rapports de création dont tu parles, on sent qu'il y a un plaisir quand il y a une possibilité de créer pour toi. Ouais. Et tu te disais, c'est essentiellement dans les cadres d'improvisation semi-écrite, dans lesquels il y a quand même ou des rendez-vous ou des arches narratifs. Est-ce que ça arrive dans les spectacles ou c'est pas le cas? Ça arrive dans les spectacles où c'est pas le cas, effectivement. Ouais. Je prends l'exemple de Bio, par exemple. Il y a quand même des trucs qui sont travaillés en avance, entre les comédiens et aussi entre régisseurs et comédiens, où il y a eu quelques séances de travail et puis même des échanges sur les différentes techniques utilisées. Et par exemple, dans ce spectacle, il y a des types de transition ou des types de mise en scène. En fait, il y a des blocs de mise en scène ou des styles de jeu, des styles d'écriture qui sont travaillés en avance, donc qui font partie en fait d'un grand panel de couleurs dont on peut se servir. Et ensuite, donc, il faut travailler pour les intégrer, comprendre ce que c'est. Et ensuite, vraiment, piocher dedans. Ça peut être soit impulsé par le plateau, où eux, ils vont faire leur sauce et moi, je vais suivre. Mais il y a aussi des trucs qu'on a travaillés où moi, je peux proposer d'un seul coup une transition qui sera comme ça, ou un changement de décor qui sera en musique. Ouais, voilà. Ça peut tant être impulsé par la régie que par les comédiens. Et quand c'est un mélange entre les deux, c'est là que ça devient subtilement intéressant. Imaginons, Antoine, que je te demande de participer à la création d'un spectacle. On a le temps de le travailler, sauf qu'il s'agit d'un spectacle pour enfants. Donc je te dis que la couleur essentielle, c'est j'aimerais que les gens ressortent avec une morale. Est-ce que tu le fais? Avec une morale ou avec le moral? Avec les deux. Qu'est-ce que je fais? Ma question cachée, c'est est-ce que, même si c'est pas ton esthétique, mais que ça te semble bien fait, tu acceptes de faire ça? Oui, c'est déjà ce que j'ai fait pour plein de spectacles où c'est pas forcément mon univers artistique, mais je sens qu'il y a un vrai travail derrière et qu'il y a une vraie proposition. Et là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de sortir aussi un peu de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire pour essayer de m'enrichir un peu et pas trop stagner en fait dans un univers qui serait juste le mien et duquel je ne bougerai pas. Donc oui, c'est déjà arrivé que je fasse des spectacles enfants. D'ailleurs, il y en a un en cours qui n'est pas du tout un spectacle d'improvisation,
mais je vais travailler sur un spectacle pour enfants. C'est pas du tout mon univers, j'en ai rien à péter des enfants, mais ça m'intéresse en tout cas, ce travail m'intéresse. Comment ça marche une résidence avec toi de travail à la fois techniquement, est-ce qu'il y a des besoins et dans le travail, comment ça se passe? Ouais. Ça dépend d'avec quel projet c'est. Si c'est sur un projet de ma compagnie, par exemple sur Soirave ou sur Sublumina Prima, qui est un autre projet qu'on lance, il y a un chargé de résidence qui a fait un planning et qui va proposer aux autres des mises en jeu, des échauffements, des mises en condition, des instants de création collective, des instants de création individuelle, des instants de restitution. C'est un endroit où l'objectif est de se nourrir artistiquement et de nourrir le plus possible un imaginaire commun. Enfin, ça, c'est l'état actuel de nos résidences, parce qu'avant, il y a eu tout un travail pour apprendre à parler le langage qu'on a envie de parler, apprendre l'alphabet. Maintenant qu'on a l'alphabet, on peut s'amuser à faire des mots, et c'est ce qu'on fait. Précise-nous un petit peu cet alphabet. L'alphabet, par exemple dans le cadre de Soirave, c'est comprendre quelle est la teneur et l'enjeu dramaturgique d'un instant que j'ai fixé. Dans la scène du procès, on fait ça, on fait ça. Dans la scène des oreilles, il se passe ça, il se passe ça. On va s'entraîner, on va s'entraîner à dire la lettre. Enfin, pour moi, s'entraîner à faire la scène, c'est s'entraîner à dire la lettre, à savoir comment elle se dessine. Et une fois qu'on a pris conscience de tous ces éléments, on va composer des mots, faire des mélanges et s'enrichir artistiquement. Il y a quelques résidences aussi qu'on fait où on sort complètement du cadre du spectacle et on fait tout pour s'enrichir d'un autre milieu. On va faire une résidence avec un danseur et nous, on va lui apporter des choses, il va nous apporter des choses. Je pense que le but principal est de s'enrichir artistiquement et de créer pour se nourrir. Il y a un spectacle où on voit même ton nom sur l'affiche. Ouais. Je crois que ça s'appelle Césure. Oui, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ouais, je peux vous en parler. Donc Césure, c'est un spectacle où on est trois, avec Patrick Spadrille, Anaël Tribou-Dubois et moi. Il a commencé sans moi. C'était d'abord un duo entre Patrick et Anaël. Et pas longtemps après, ils m'ont demandé de rejoindre l'équipe pour un festival, la semaine de l'impro, qui est à Nancy, où il le jouait du coup devant une salle un peu plus conséquente. Et puis ils ont voulu faire appel à mes services parce que ils me connaissaient. Anaël, je l'avais déjà rencontré. Je fais la régie sur son spectacle Persona. Et Patrick, je l'avais déjà rencontré dans le spectacle Tandem à l'Improvidence. Donc ils avaient confiance en moi, moi j'avais confiance en eux. C'est un spectacle où on rentre dans l'onirisme complet, une rencontre de deux solitudes au plateau. Mise en lumière et en son par moi, où le point de départ, c'est une musique et une mise en lumière. On commence au noir, j'envoie une musique qu'ils n'ont jamais entendue, ils ne savent pas c'est laquelle, et moi j'ai décidé peut-être 5 minutes avant, histoire de voir aussi, de composer un peu comme un chef cuisinier, de faire mon marché le matin, de prendre vraiment ce qui est pertinent à l'instant présent. De sentir aussi l'énergie des comédiens et voir, ok, je vais les lancer là-dessus, parce que c'est là que c'est intéressant maintenant, ils sont dans telle disposition mentale. Ce morceau-là, je pense que ça va plus résonner avec eux. Le morceau se lance et on est sur peut-être entre 3 et 5 minutes d'une montée très progressive de lumière, où eux s'imprègnent de ce morceau, vivent en corps, ils font vivre leur corps, pour finalement arriver sur une piste d'atterrissage de scène, on va dire, plutôt réalistique, quoique avec un fond et un style d'écriture poétique. Et on va très régulièrement faire des incursions dans l'irréel et l'onirisme, où on va interpréter les fantasmes, ce qui se passe en double lecture sur la scène, utiliser des images fortes aussi. C'est un spectacle qui se veut avant tout pour la poésie. Et je ne sais pas ce que je peux dire de plus dessus. Vous avez beaucoup travaillé? Très stimulant. Pardon? Vous avez beaucoup travaillé ensemble? Alors, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble avant la première, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Par contre, ensuite, ouais, on a fait plusieurs semaines de résidence à l'improviste à Bruxelles, où on va s'enchaîner des filages, on va aussi se créer des références communes, un imaginaire commun.
en partageant des références. Pour moi, dans un travail de résidence, il peut y avoir un moment où on mate un film, ou alors on va mater les striptease sur YouTube. Ça compte en fait. Si de ça, on arrive à tirer quelque chose d'intéressant, ça compte. C'est du travail. Le travail, c'est pas forcément que on fait du plateau, on fait tel échauffement, on fait tel exercice, on va dire ton prénom en faisant IA. C'est plus large et il faut se donner la possibilité de se réinventer là-dessus et de se donner les propres outils pour saisir le potentiel créatif du spectacle. Et c'est bien payé? Hein. Tu veux dire quoi? De manière générale? Ouais, le Régisseur? spectacle, il est bien payé? Le spectacle est bien payé. Ce spectacle-là que tu fais, par exemple. C'est sûr? Ouais. Pas du tout. C'est un spectacle où on a vraiment galéré à ramener du monde parce que l'aspect poésie fait peur. Il est frais. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment partie des habitudes des spectateurs d'improvisation. Et ça, on en a un peu souffert au niveau de la fréquentation. Après, comme ce que je disais tout à l'heure, moi, ça ne me pose pas vraiment de problème parce que le spectacle, pour moi, est une fin en lui-même. C'est-à-dire que s'il se joue devant 3 personnes, j'accorde plus d'importance à un spectacle qui va se jouer devant 3 personnes, mais où j'aurai la conviction qu'on a proposé un objet magnifique, plutôt que de jouer un spectacle qui plaira à tout le monde devant 3000 personnes. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Du coup, embaucher Antoine Noirand, c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. En tout cas, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis dans le régime de l'intermittence, donc je suis pas en CDI quelque part. Je suis plutôt libre. Le prix de mon travail, ça va dépendre de l'envergure du projet. Si c'est un projet qui ramène de l'argent, qui a les moyens du coup de payer mes services, et j'ai envie que ma rémunération soit à la hauteur de ce qu'elle fait résonner en aval, en amont. Bon, bref, ce qu'elle fait résonner, quoi. Si c'est un projet qui me plaît et qu'il n'y a pas de thunes, ouais, je vais travailler en résidence gratos, et puis on verra ce qui se partage au chapeau. Après, j'ai quand même besoin de vivre, donc je jauge un équilibre avec ça. Mais grâce au régime béni de l'intermittence, on peut se permettre de faire des projets qui sont en démarrage et qui n'ont pas forcément les moyens financiers de se lancer dans une création où on paye tout le monde. Alors c'est génial quand ça arrive, mais en fait, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Il y a déjà une base. S'il y a une troupe qui me prend pour une création et qu'elle a des fonds, c'est qu'elle a déjà fait un spectacle avant, et peut-être un spectacle avant. Mais son premier spectacle, elle avait sûrement pas de fonds, sauf si elle a fait des demandes de subventions ou des trucs comme ça. Mais c'est quand même assez rare. Je connais assez peu de troupes qui ont des subventions en improvisation, en tout cas. Est-ce qu'il existe un plan de feu minimum en dessous duquel tu refuses? Ou est-ce qu'il y a une espèce de base minimum Alors, je dirais qu'il y a une base de plan de feu minimum. Après, vraiment, je vois tout au détail parce que si je donnais cette base-là maintenant, je vais la donner, mais je sais que, par exemple, j'ai déjà trahi cette base. J'ai déjà réussi à faire avec moi. Alors, mon fantasme, ce serait de réussir à faire une régie avec les rayons du soleil, les rediriger avec des prismes et des miroirs. Donc, sans projecteur. Mais bon, ça fait partie des projets qui n'auront peut-être jamais lieu. Et oui, donc plan de feu nual, oui, il y en a un. En fait, il faut qu'il y ait moyen de faire des changements de lumière. C'est fortement apprécié quand il y a moyen de les bouger aussi, de poser les projecteurs comme on l'entend pour pouvoir proposer une mise en lumière engagée avec un propos artistique à défendre ou des choses qu'on a envie de souligner. Je pense que s'il n'y a pas, il y a forcément des enceintes. S'il n'y en a pas, c'est compliqué. Après, s'il s'agit juste de couper les scènes, en fait, c'est déjà quelque chose. Pour moi, c'est déjà un acte de création de faire le rythme du spectacle. Donc, en fait, si on a juste un interrupteur avec jour, nuit, potentiellement, si le projet me plaît vraiment, je peux accepter. Mais faut s'accrocher, faut bien me le présenter. Tu parlais de fantasmes, imaginons, Antoine, j'arrive et j'ai j'ai autant de mallettes remplies de bifetons que tu veux.
et je te la mets à disposition pour quelque chose lié à l'impro, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? J'achète un hangar, un grand hangar, et je paye peut-être une quinzaine de comédiens, enfin non, pas comédiens, une quinzaine d'artistes, des plasticiens, des maquilleurs, des coiffeurs, des comédiens, des danseurs, des musiciens. Et je fais un projet où il y a toutes ces puissances créatives au service d'un propos artistique. J'achète des trapèzes, des scènes, enfin des praticables. Et actuellement, puisque c'est ce qui m'inspire, je mettrai en place un Soirave 2.0 vraiment comme je le fantasme, à savoir dans une énorme salle avec beaucoup de monde et des trapèzes pour passer de praticable en praticable, avec des costumes de malades sur des espèces d'échasses et des créatures avec des bandages un peu partout. Mais je pense que si j'avais accès à cette corne d'abondance de financement, il y aurait quand même un travail de reprise de base en mode ok, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Parce que en fait, c'est pas une dynamique que j'ai pu aborder jusqu'à présent. J'ai jamais eu une dynamique où on me dit il y a argent illimité, fais ce que tu veux. Il y a toujours une contrainte qui entre en ligne de compte dans les créations. Parce que en fait, je vais pas créer un spectacle qui peut se jouer qu'au Stade de France si en fait, là pour l'instant je suis à Lyon et que j'ai pas ni les moyens ni la base de public pour le faire. Donc il y aurait forcément pour moi une phase de réécriture ou d'écriture de commencement. Tu parles de Soirave, il y a de la vidéo dedans? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a un avenir dans la vidéo et l'impro? Est-ce que ça se développe ou pas? Je ne sais pas s'il y a de l'avenir dans la vidéo et l'impro. Je sais que c'est souvent utilisé à mauvais escient. C'est-à-dire? On se pose la question, est-ce qu'on mettrait pas de la vidéo? Ah ouais, ça fait bien, ça fait moderne, on va mettre une vidéoprojection. Mais en fait, ça rajoute des contraintes techniques qui sont au final pas... qui rajoutent beaucoup de poids à l'installation technique du spectacle pour un effet qui au final pourrait très bien se faire en fait en le jouant, sans le vidéoprojeter. Pour moi, la vidéo, ça doit être un choix. On se pose la question vraiment de la pertinence d'installer un écran, un univers virtuel derrière soi. La pertinence, c'est d'avoir des séquences préenregistrées ou de créer une impression ou une grille de lecture supplémentaire, en tout cas quelque chose qui se déroule en parallèle. Mais par exemple, vidéo projetée, un fond de scène, c'est pas super utile parce que en fait, le public, lui, si on joue une scène dans une forêt, il se l'imagine, c'est pas la peine de la vidéo projeter. Il y a des spectacles où il y a qu'un générique au début et un truc à la fin. Ben, ça peut être nuisible parce que ça fait pas mal de temps d'install pour pas grand-chose. Et en fait, on est quoi? On est en train de voir un spectacle, on est en train de voir un film avec un générique. Je pense qu'il y a pas mal de spectacles qui ne se sont pas vraiment posé la question et se sont dit « Ah ouais, vidéo, c'est sympa ». Et c'est quelque chose qui, pour moi, est un peu à prendre avec des pincettes et vraiment faire le choix de prendre de la vidéo parce que c'est un moyen qu'on va mettre au service du propos qu'on veut servir ou de l'impression qu'on veut faire ressentir. Et pas genre, j'aimerais bien qu'on mette de la vidéo, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Complètement. Antoine, est-ce que tu as le souvenir d'un échec que tu peux nous parvenir, un échec dans lequel tu as appris quelque chose? J'en ai plein, ouais. Les échecs, moi je les vis assez mal parce que j'ai besoin de gagner. Mais en tout cas, ils m'ont toujours apporté énormément de choses. Il y en a un dont ils m'ont apporté soit des connaissances techniques, une connerie que j'ai faite techniquement qui a niqué un spectacle. Et du coup, là, j'ai appris mon erreur techniquement, soit une erreur plutôt de direction artistique ou de disposition mentale dans laquelle j'étais. Peut-être que j'étais en force et que j'ai voulu proposer quelque chose qui n'était pas forcément adéquat par rapport au spectacle. Tu as un souvenir précis? Dans la démarche technique, oui. Par exemple, à l'Improvidence, je venais de commencer. Il y a un moment où voilà, je coupe une scène, je fais un noir et en fait, je baisse le mauvais bouton.
Et ce qui fait que la console, avec ce bouton baissé, ne répond plus pendant 10 minutes. Du coup, je me retrouve à vouloir remettre de la lumière, mais ça ne marche pas, sans savoir que c'est ce putain de bouton qui est enclenché. Du coup, je suis allé me retrouver à aller jusqu'au gradateur, donc c'est le petit boîtier qui permet de donner de la puissance au projecteur traditionnel, et à vraiment piloter avec des petites tirettes derrière le gradateur sans vraiment voir ce qui se passait sur scène. Et à éclairer même avec le flash de mon téléphone parce que je ne trouvais pas. Donc ça, c'était assez horrible. Ça leur a donné du jeu. Et heureusement, mais ouais, souvenir assez pénible, mais très formateur. Très formateur. Au niveau de... Alors, c'est un souvenir en plusieurs parties parce que j'ai déjà eu d'autres problèmes avec ce genre de bouton, un truc qui est enclenché sur la console. C'est en fait de s'astreindre à avoir une routine de vérification avant chaque régie et ne pas tomber dans les routines, ce que j'ai pu faire. Toujours vérifier que tout est en place et dans le bon ordre. Et pour l'autre aspect des leçons, je pense que j'aurais pas d'exemple précis, si ce n'est par exemple à Avignon, quand il y avait cette musique techno, cette petite trance en attente de spectateurs, j'ai eu un retour des comédiens qui demandaient à ce qu'on change un peu ce truc-là. Alors moi sur le moment, je me suis dit que en fait non, c'est ce que j'avais envie de proposer, c'est ma patte artistique. Et plus tard, je me suis un peu détendu et j'ai compris qu'en fait, ok, il y a une intention artistique à avoir, mais il faut que ça reste en pertinence. Quand on est dans un milieu familial comme ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus adéquat. Et je le reconnais. Antoine, on arrive à la fin de cette interview. On a une dernière question à te poser. Après tout ce qu'on s'est dit, finalement, pourquoi tu mets en scène ou tu régis de l'impro? C'est une question que je redoutais un peu parce que je dirais que moi j'ai commencé assez tôt l'improvisation, à 15 ans. Et c'était pour moi une façon de m'exprimer, de dépenser de l'énergie et de rencontrer aussi des jeunes adultes qui ont volé mon enfance. Et en fait, j'ai l'impression que l'improvisation, je me suis construit avec. J'ai énormément grandi avec l'improvisation et que du coup, elle fait partie de moi. Je ne saurais pas dire aujourd'hui, je fais de l'improvisation pour telle raison et j'en suis sûr. Je pense que je fais de l'improvisation parce que j'aime l'imprévu. En tout cas, j'aime pouvoir surprendre. J'aime que dans un spectacle, on ne sache pas ce qui va se passer et qu'on ait l'occasion de proposer quelque chose d'exceptionnel. Je pense que c'est plus difficile de proposer quelque chose d'exceptionnel dans un truc écrit, en tout cas par rapport à ses collègues, parce qu'eux savent ce qui va se passer. Quand les autres ne savent pas ce qui va se passer, c'est l'occasion d'essayer de prouver une valeur. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai un problème avec mon père, mais j'ai toujours besoin de prouver ma valeur. Je suis pas tout le temps en confiance. En fait, j'ai besoin de prouver. Et l'improvisation, ça me laisse l'occasion, en tout cas, même si ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Je trouve que c'est une porte formidable pour se laisser l'occasion d'être exceptionnel. Et c'est une porte qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut se permettre d'être exceptionnel avec l'impro. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Antoine Laurent, merci. Merci à vous.